C'est toujours à travers des difficultés, des épreuves, des violences que l'humanité a progressé pour évoluer dans sa conscience. La conscience évolue à travers les contraires. Et là, je vais pouvoir introduire Jung. En fait, Jung a montré de manière extrêmement forte dans son œuvre que s'il n'y avait pas de contraire, la conscience ne pourrait pas évoluer. Lui, son obsession, c'est la conscience. Comment faire évoluer la conscience? Comment l'humain peut progresser? Il croyait, c'était un psychiatre, je situe un tout petit peu, médecin psychiatre, zurichois, né en 1875, mort en 1961. Il a travaillé avec Freud, il était beaucoup plus jeune que Freud, il y a 30 ans de moins. Il a travaillé avec Freud pendant 5-6 ans et puis s'est séparé de Freud. Il était d'accord avec lui sur les théories fondamentales, mais il pensait que la libido, contrairement à ce que pensait Freud, ce n'était pas uniquement la sexualité. Il pensait que c'était une énergie vitale, très puissante, mais qu'il n'y avait pas que la sexualité. Et que donc, Jung, très vite, s'est rendu compte que Freud axait entièrement sa thérapie sur la sexualité, et pour Freud, l'inconscient, c'est le refoulement de tous nos désirs. Et pour Jung, il s'est rendu compte, en s'observant lui-même et en observant ses patients, qu'il y avait autre chose dans l'inconscient. Il n'y avait pas que du refoulement sexuel, il y avait autre chose. Il y a d'autres types de refoulement, et surtout, il n'y a pas que du refoulement. Pour Jung, sa grande découverte, c'est que l'inconscient est créateur. L'inconscient, c'est une force en nous, primitive, sauvage, qui n'est pas civilisée comme la conscience, mais qui est porteur de choses extrêmement enrichissantes. Et que notre inconscient nous relie à nos ancêtres, nous relie à toute l'histoire de l'humanité. C'est ce qu'il a appelé l'inconscient collectif. Donc, il n'y a pas qu'un inconscient personnel, il y a un inconscient collectif qui fait qu'on est tous reliés à tout ce qu'ont vécu nos ancêtres avant nous. Et qu'on est tous solidaires. Et qu'on a, Jung nous dit, chacun d'entre nous, on a à prolonger une question qui n'a pas été résolue par un de nos ancêtres. C'est l'inventeur de toutes les thérapies de généalogie familiale, etc. C'est l'idée qu'on se transmet d'inconscient à inconscient quelque chose d'une génération à l'autre. Et cela à l'échelle aussi des cultures et des civilisations. Donc Jung nous dit qu'il y a des archétypes, c'est-à-dire des énergies universelles inscrites dans notre psyché, qui fait que dans toutes les cultures et civilisations, on va associer, par exemple, la mère ou la maternité à telle qualité, le masculin à telle autre qualité, qu'on va associer dans toutes les cultures comme un nombre structurant et fondamental, etc. Donc c'est les 4 points cardinaux, les 4 saisons, etc. Donc finalement, Jung nous dit qu'il y a des archétypes qui sont universels, qui fait qu'on est tous liés, tout le travail que nous avons à faire, c'est de faire dialoguer notre conscient et notre inconscient pour découvrir tout ce que notre inconscient a à nous dire pour progresser en conscience. Et que nous progresserons en conscience parce que nous serons à l'écoute de notre inconscient. Donc il ne voit pas du tout l'inconscient comme une poubelle, il voit l'inconscient comme un réservoir extrêmement puissant qui peut nous enrichir, nous faire grandir. Et en tout cas, il faut dialoguer avec notre inconscient. Alors il le fait à travers les rêves, l'analyse des rêves, à travers ce qu'il appelle l'imagination active. On appelle ça le rêve éveillé aujourd'hui. C'est-à-dire on laisse venir ce qui vient spontanément. On peut le faire seul, on peut le faire dans un cadre thérapeutique. Il le fait à travers plein de méthodes, mais qui pour lui sont essentielles pour que l'être humain apprenne à être dans cette écoute de son inconscient. Et c'est à travers ce dialogue entre le conscient et l'inconscient qu'il va progresser, qu'il va grandir, qu'il va arriver à une globalité de son être, alors qu'actuellement nous sommes scindés. Il y a le conscient qui sait beaucoup de choses, qui est civilisé, etc. Il y a l'inconscient qui agit à notre insu et qui veut nous faire passer des messages, et on ne l'entend pas. Et on l'entend des fois dans les rêves, on l'entend dans les maladies, on l'entend dans ce que le corps nous dit. Mais il nous dit, c'est dommage d'attendre une épreuve comme ça pour comprendre ce que notre inconscient a à nous dire. Et donc, il nous invite à être dans ce dialogue entre le conscient et l'inconscient afin de faire grandir la conscience et qu'elle intègre l'inconscient et qu'elle ne soit pas coupée et clivée de l'inconscient. Donc, je vais très très vite. Donc c'est ça qu'a compris Jung, c'est qu'il ne fallait pas refouler l'inconscient, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas le considérer comme quelque chose de négatif. Il faut le considérer comme un iceberg, c'est la face immergée extrêmement importante de nous-mêmes. Et ce processus dans lequel on grandit en conscience, dans ce dialogue du conscient et de l'inconscient, il appelle ça le processus d'individuation. C'est ce qui fait que nous devenons un individu singulier. Parce que si nous sommes que dans la conscience, on peut être un individu qui est simplement, qui vit consciemment ce que tous les autres vivent. Au fond, notre culture nous formate.
Notre civilisation nous formate, notre famille nous formate, notre conscience est formatée de l'extérieur. Nous adhérons consciemment à tout ce dont nous avons connaissance par l'extérieur, par le milieu dans lequel on vit, etc. Alors que notre inconscient a des choses à nous dire qui sont uniques, qui ne concernent que nous. Et les prises de conscience que nous pouvons faire grâce à ce dialogue avec l'inconscient nous enrichira et nous mettra dans une totalité qui fait qu'on sera un individu individué, c'est-à-dire unique, et qui n'est pas simplement quelqu'un formaté par son temps, sa culture, les valeurs de sa famille, etc. Donc le processus d'individuation, c'est devenir soi-même. Mais soi-même a un sens très profond, c'est-à-dire d'accueillir ma nature dans toutes ses dimensions, et pas que la dimension la plus consciente. Donc voilà le processus d'individuation. Et le processus d'individuation, il y a plusieurs étapes très importantes qui sont directement en lien avec le sujet dont je veux traiter avec vous, qui est la croissance de la conscience. Il nous dit plusieurs choses. Une des choses les plus importantes, c'est qu'on doit découvrir que nous sommes tous porteurs d'une part féminine et d'une part masculine. La part féminine de l'homme, il l'appelle l'anima. La part masculine de la femme, il l'appelle l'animus. Et il a découvert qu'un des aspects qui fait que les individus ou ont des troubles psychologiques, ou ne sont pas heureux, ou n'arrivent pas à grandir, c'est qu'ils n'intègrent pas leur anima et leur animus. Et donc, il nous invite à découvrir, chacun d'entre nous, quelle est notre part masculine ou féminine. Et de l'accepter, de l'accueillir, de la reconnaître, de l'identifier et de la soigner. Chaque individu, c'est un équilibre de masculin et de féminin. Et il nous dit, c'est cette réconciliation qu'il faut faire à l'intérieur de nous entre le masculin et le féminin qui participe à l'élévation de notre conscience et aussi de notre bonheur, de notre plénitude, de notre bien-être, parce qu'on est pleinement soi-même. Autre exemple, ce qu'il appelle l'ombre. Il nous dit, nous avons tous une ombre, c'est-à-dire une part que nous ne voulons pas voir à l'intérieur de nous. Et cette part-là, tant qu'elle n'est pas conscientisée, elle agit à notre insu. Et au fond, l'ombre, chez tous les individus, il y a des points communs, il y a des instincts ou des pulsions criminelles, il y a des instincts qui peuvent être sadiques, il y a toutes sortes de choses que nous avons au fond de nous, mais qui est inacceptable. Et donc, généralement, nous le refoulons. Ça, c'est très freudien. Une idée inacceptable arrive, je la refoule. Et Jung nous dit, il ne faut surtout pas le refouler. Il faut accueillir notre ombre. Si vous avez une envie de meurtre, si vous voulez tuer votre enfant, ça arrive, plus fréquemment qu'on le croit, ne vous dites pas « quelle horreur, j'ai envie de tuer mon enfant ». Non, vous avez envie de tuer vos enfants, eh bien, c'est là. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ? C'est autre chose. Mais ne pas le refouler. Sinon, vous allez être dans la culpabilité d'avoir envie de tuer votre bébé parce qu'il crie, qu'il vous dérange la nuit tous les jours. Ou votre ado, encore mieux, parce qu'il est devenu insupportable. Et donc, accueillir, alors je te parle de l'enfant, mais le conjoint, c'est pareil. Ne gardez pas l'ombre au fond de vous. Vaut mieux la sortir, c'est-à-dire la conscientiser. Oui, j'ai cette envie de meurtre, ou j'ai cette pulsion sadique, voilà, il y a des choses en nous terribles, barbares, non domestiquées. Et il faut les reconnaître. Et Jung a cette phrase merveilleuse, « Nul ne peut surmonter l'enfer de ses passions tant qu'il ne les a pas traversées. » Nul ne peut surmonter l'enfer de ses passions tant qu'il ne les a pas traversées. Traverser, c'est reconnaître, c'est se confronter, c'est rendre conscient qu'il y a ce monstre en moi, tapis quelque part, qui est capable de faire telle chose, etc. Le reconnaître et l'intégrer. Et non pas l'éradiquer. Vous savez, il y a des gens qui pensent éradiquer le mal. Ça marche jamais. Vous pouvez intégrer le mal, c'est-à-dire le rendre conscient et du coup le dominer. Alors que lorsque vous voulez l'éradiquer, on est toujours dans l'ordre du combat et du refoulement. Et donc Jung nous dit, et j'en viens au troisième point, les contraires sont essentiels. Quand on aura compris que notre ombre est là pour nous faire grandir, on aimera notre ombre. Lorsqu'on aura compris que nous avons telle difficulté, tel problème, et que c'est ça qui nous fait grandir, on aimera cette difficulté ou ce problème. Et donc, au fond, la conscience du bien
ne pourrait absolument pas avoir lieu si le mal n'existait pas. C'est parce que nous sommes confrontés au mal que nous avons conscience du bien. C'est parce qu'on est malheureux qu'on peut faire l'expérience du bonheur. Si vous n'avez jamais dans votre vie été malheureux, vous ne pourrez jamais savoir ce que c'est que le bonheur. Parce que le bonheur ne peut se comprendre que parce que son contraire existe. Vous ne pouvez dire « je suis heureux » que parce que vous avez connu le malheur. Et je connais des gens qui n'ont jamais été malheureux, ils ne savent pas ce que c'est que le bonheur. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin qu'on leur explique. Ils le sont sans le savoir. Et comme nous dit en même temps Prévert, j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. C'est souvent lorsque l'épreuve nous arrive qu'on se dit « Ah, c'était ça le bonheur !» C'était vivre sans cette épreuve. C'était vivre sans le deuil de mon conjoint, sans cet échec professionnel qui me ruine, sans cette épreuve de santé chronique, etc. Mais finalement, j'étais heureux et je ne le savais pas. Donc, vous voyez, cette dualité bonheur-malheur est nécessaire à la conscience du bonheur. La dualité bien-mal est nécessaire à la conscience du bien. Il nous faut, on ne comprend les choses que par les contraires. S'il n'y avait pas de haut, on ne saurait pas ce que c'est que le bas. S'il n'y avait pas de nuit, on ne saurait pas ce que c'est que le jour. On apprécie le jour, on apprécie la lumière, mais pourquoi on l'apprécie ? Parce qu'il y a la nuit. Et pourquoi est-ce qu'on aime la nuit ? Parce qu'il y a le jour. Et donc, ce n'est que dans les contraires que nous pouvons conscientiser l'importance des choses, la beauté de la vie, et que nous pouvons grandir en conscience. Et donc, le processus d'individuation pour Jung, les éléments clés, il y en a beaucoup d'autres, mais les éléments clés, c'est intégrer notre masculin, notre féminin, traverser notre ombre, réunir les contraires. Et ne plus être dans une dualité, ne plus être dans un manichéisme où on oppose le bien, le mal, etc. Non, tout sert. Tout sert. Rien ne doit être exclu de notre expérience. Toute expérience que nous faisons est bonne, même si elle est douloureuse. Ça va très loin. Parce que nous, on voudrait bien mettre de côté tout ce qu'on peut. Mais faisons-le. Et puis quand il nous arrive une tuile, et c'est là que cette philosophie devient précieuse, eh bien voyons en quoi cette tuile qui nous arrive, elle n'était pas obligée de nous arriver, elle pouvait tomber sur la tête du voisin. Elle arrive à moi. Qu'est-ce que je peux en faire qui me fait grandir ? Voilà la question jungienne. Qu'est-ce que je peux faire de toute expérience qui me fait grandir ? Nelson Mandela le disait très bien. Il disait, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas d'échec pour Jung, il n'y a que des expériences. Alors c'est très dur à entendre quand vous avez une sclérose en plaques, quand vous vivez un drame. C'est évident. C'est évident. Que c'est plus facile à dire, à vivre quand c'est des petites épreuves, quand c'est des difficultés. Mais je crois que c'est profondément vrai. Et j'ai rencontré, comme chacun d'entre vous, vous avez rencontré des gens qui ont traversé des grandes épreuves, qui ont dépassé des maladies très lourdes, comme des cancers ou des deuils, et qui vont vous dire, parfois, j'ai grandi. Mon cœur s'est agrandi. Je ne suis plus la même personne. Et puis il y en a d'autres qui ont diminué, qui sont écrasés. Et ça, c'est la liberté de chacun. Pour moi, notre liberté la plus profonde, elle est là. Comment est-ce que j'accueille l'événement extérieur que je n'ai pas choisi ? Qu'est-ce que je fais de la tuile qui me tombe sur la tête ? Est-ce que je me plains ou est-ce que je me bats pour trouver une solution ? Est-ce que je continue d'essayer de sourire ou est-ce que je me plains tout le temps ? Et chacun d'entre nous, on est toujours confronté à ces choix. Il m'arrive quelque chose qui me déstabilise, il m'arrive une difficulté ou une épreuve, comment je réagis à ça ? Et on peut réagir effectivement en subissant les choses et en étant dans la négativité, dans la souffrance. Et d'ailleurs, la souffrance augmente, puisqu'on souffre 2 fois plus qu'on est dans le refus et la colère que si on est dans l'acceptation de quelque chose qu'on ne peut pas changer. Les malades qui refusent leur maladie souffrent 2 fois plus. Ils souffrent de leur maladie, ils souffrent physiquement et ils souffrent moralement et psychiquement du refus et de la colère de leur maladie. Il y a de la peur et de la colère. Alors que je pense que la bonne attitude, c'est de ne pas rentrer dans ces clivages, c'est de ne pas rentrer dans ces émotions. C'est de se dire, il y a cette difficulté, comment je la gère au mieux ? De manière à ce que, effectivement,
à mon niveau et au niveau collectif, on puisse surmonter cette épreuve. Être soi-même, c'est sortir de cette opposition. Il ne s'agit pas de mener un combat. Il s'agit de voir qu'est-ce qui est le plus juste pour que je grandisse en conscience et que je puisse faire ce qui me paraît le plus important. Et là, il y a un conflit de valeurs. Mais on est tous confrontés à des conflits de valeurs. On a tous, à un moment donné dans notre vie, des difficultés où il faut choisir entre deux choses qui sont très difficiles. Entre la vie familiale et la vie professionnelle. Voilà un conflit de valeurs typique. Et donc, l'individuation nous amène à nous interroger qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Et chacun doit aller chercher la réponse en lui-même. Il n'y a pas de vérité universelle. Je trouve que chacun doit faire ce qui est juste, profondément, mais il doit dépasser ses peurs et ses colères. Et tant qu'on est dans la peur et dans la colère, on a peu de chances qu'on prenne une décision juste. Nos décisions doivent être mues par l'amour et la confiance. Et toute décision qui est mue par l'amour et la confiance sera juste. Même si on aura sacrifié une valeur essentielle. Mais on l'aura sacrifiée au nom d'une valeur plus importante encore. Et qui peut être le bien commun. Donc voilà, je crois vraiment que ce qui se joue d'essentiel, c'est tout ce travail de conscientisation. C'est d'arriver à comprendre que nous sommes mus, et là je ne peux pas m'empêcher de repenser, il faut quand même que je le cite parce qu'il va croire que je l'oublie. Spinoza nous dit que nous sommes mus essentiellement par des affects inconscients. Et que la plupart des décisions que nous pensons prendre de manière très raisonnable ne sont pas rationnelles du tout. Ce sont nos affects qui nous guident dans la plupart de nos décisions. Et donc, ayons conscience de ça. Et si on veut vraiment prendre des décisions rationnelles, ayons conscience de nos affects. Essayons de les passer au crible de l'observation, de l'analyse, de la conscientisation. Et une fois qu'on est conscient de ces affects, on devient libre. Avant, la liberté n'existe pas. On va agir de manière archaïque, pulsionnelle, en fonction de nos peurs, en fonction de nos émotions, quelles qu'elles soient. Et donc, il est essentiel de se connaître. Et là, Spinoza et Jung se rejoignent de manière merveilleuse. C'est que les deux nous disent le destin de l'humanité se joue dans la conscience individuelle. Le destin de l'humanité se joue dans la conscience individuelle. Mais les deux disent exactement ça. C'est-à-dire que c'est parce que chaque individu va progresser en conscience, arrivera à être plus lucide sur lui-même, plus conscient que ses choix sont souvent orientés par ses affects et qu'il arrivera à dépasser ça et à faire des choix plus justes, pour le coup plus rationnels au sens objectif. C'est comme ça que le monde changera. Le monde ne changera pas par des grandes réformes politiques, par des idéologies collectives. Il changera parce qu'il y aura de plus en plus d'individus conscients et responsables. Et pour qu'il y ait de plus en plus d'individus conscients et responsables, il faut que vous et moi, on commence demain matin à faire ce travail d'introspection, d'observation de soi, d'analyse. C'est la conscience de soi qui nous permet de grandir comme être humain dans notre globalité et donc d'être capable de dialoguer avec les autres. Et donc d'être capable de voir la diversité humaine comme une richesse et pas comme un danger. Parce que si on est bien avec soi-même, l'autre n'est jamais un adversaire. Et donc finalement, ne plus rentrer dans le conflit, mais utiliser l'énergie de la violence de l'autre pour grandir ensemble. Donc là, on a des clés qui nous sont données pour essayer de vivre ce passage d'un monde à l'autre, d'un monde d'exclusion, de violence, de colère, de peur, dans lequel l'autre, c'est le problème. Et vous savez très bien que, d'ailleurs, Jung dit quelque chose de passionnant là-dessus. Il nous dit, très souvent, vous savez comment on peut savoir quelle est notre ombre ? Regardez ce qui vous exaspère le plus chez les autres. Et très souvent, pas toujours, mais très souvent, ce qui vous rend fou chez les autres, c'est ce que vous avez en vous de cacher. Donc si vous êtes
un peu un peu autoritaire, vous ne supporterez pas les gens autoritaristes. Mais vous ne vous rendez pas compte que vous l'êtes. Et quand quelqu'un vous dit, vous dites « moi autoritaire ». Bon, alors ce n'est pas uniquement ça, parce que je rajouterai à ça que ce qui nous exaspère le plus chez les autres, c'est ça, et c'est aussi ce qu'on a subi ou vécu, par exemple, enfant, et qu'on ne veut plus supporter. Donc, j'apporte une nuance de taille. Mais interrogez-vous quand même. Chaque fois que quelque chose vous exaspère chez quelqu'un, mais ça vous met dans une colère, dites-vous, tiens, est-ce que j'ai pas ça en moi de refouler ? Et l'humanité a fonctionné comme ça pendant des millénaires, ce qu'on appelle en psychanalyse la projection. On projette sur les autres ce qu'on ne veut pas voir en soi. Et donc, finalement, les autres, c'était toujours l'ennemi, c'est toujours l'adversaire, c'est le mal, il est ailleurs. On projette le mal sur les autres. Eh bien, je pense qu'il est temps de tourner cette page. Et pour ne plus être dans la projection, il n'y a pas d'autre solution que de grandir en conscience. Donc, la seule solution pour moi, pour passer d'un monde à l'autre, au-delà de tous les gestes qu'on peut faire, de toutes les choses utiles et tout, c'est d'abord et avant tout un changement, une révolution de la conscience. Et je pense qu'elle est en train de s'opérer, et j'y crois. Merci.